Elle se devine au pied de la montagne, au détour d'un chemin forestier, au milieu d'un cours d'eau. Sur 230 km, la Franche-Comté partage sa frontière avec la Suisse. Une démarcation chargée d'histoire, matérialisée sur une cinquantaine de kilomètres par le Doubs. Avec la sécheresse, les vestiges de l'utilisation industrielle de la rivière refont surface. Les marches d'une ancienne forge côté suisse, la source canalisée qui alimentait une roue de moulin côté français. Une époque dont il ne reste que quelques rares documents. En Suisse, dans la ville frontalière du Locle, se trouve le seul moulin hydraulique encore en fonctionnement, restauré dans les années 70 par une équipe de passionnés. Sa particularité, il se trouve sous terre. Ça paraît curieux, des moulins dans une grotte, c'était pas très pratique certainement, mais il y avait un grand avantage, c'est que le cours d'eau, le Biais, qui est très lent dans la vallée du Locle, formait ici une chute d'eau. Et cette chute d'eau, c'était idéal pour mettre en mouvement des roues hydrauliques et donc actionner des moulins. Mais il a fallu aménager la grotte, qui est en grande partie naturelle, qui est très vaste. On a aménagé quand même, à partir de 1650, les parties inférieures pour creuser ce qu'on appelait des puits, c'est-à-dire des parties profondes où on a pu installer les roues hydrauliques. Entre 1660 et 63, de nouvelles galeries pour permettre la circulation des hommes et des marchandises sont aménagées jusqu'à 22 mètres sous terre. 5 roues hydrauliques fonctionnent alors simultanément dans la cavité. On voit au-dessus de la roue cette espèce de toboggan qu'on appelle un coursier et qui va amener de l'eau sur la roue. L'eau, elle va tomber et remplir ce qu'on appelle les godets ou les augets, d'où le nom que la roue porte aussi de roue à godet ou à auget. Et c'est le poids de l'eau qui va entraîner le mouvement de la roue. À partir d'un moment, évidemment, vers le bas, l'eau va tomber sur le sol. Et dans le cas des moulins souterrains, l'eau va être conduite par un tunnel et par des canaux sur d'autres roues hydrauliques. Donc on a vraiment un système parfaitement renouvelable. Pour l'époque, c'est une prouesse technique et un pilier de la survie de la communauté. Les habitants y descendent blé, orge et lin pour les transformer. Il faut savoir qu'à l'époque et jusqu'au 19e siècle, un adulte mangeait quelque chose comme 800 grammes de pain par jour. C'était vraiment la ressource alimentaire principale, la seule source d'énergie, mais ça demandait évidemment beaucoup de céréales et conséquemment beaucoup de farine, donc beaucoup de moulins. C'était essentiel. Et on avait également dans la grotte une scierie qui permettait de fabriquer des planches. Avec l'apparition de l'électricité, le moulin et la scierie sont progressivement délaissés. À la fin du 19e siècle, le site est racheté par la municipalité. Le biais qui alimentait la grotte est canalisé pour limiter les inondations, signant l'arrêt du moulin. Il devient alors un abattoir sanitaire. À partir de la fin du 19e siècle, on va imposer en Suisse des abattoirs de contrôle aux frontières, dont celui du col des Roches. Et donc, à partir de 1899, tous les animaux importés depuis la France transitent par ici. Un vétérinaire va inspecter leur état de santé. S'ils sont en bonne santé, ils peuvent continuer leur parcours. S'ils sont en mauvaise santé, par contre, ils seront abattus immédiatement. Et ils finissent malheureusement au fond des grottes. Alors pas entièrement, puisque les os, par exemple, étaient recyclés pour faire des cols ou des phosphates, mais les parties carnées étaient jetées. En 1966, l'abattoir est fermé. Un groupe d'amateurs d'histoire et de spéléologie décide alors de nettoyer la grotte, fortement polluée, pour en faire un musée. Grâce à leur travail, le moulin du col des Roches ne tombera pas dans l'oubli, contrairement aux très nombreux autres moulins de la vallée du Doubs. À ce jour, il reste difficile d'estimer combien ont pu exister côté français ou suisse.